Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, un podcast qui vous est présenté en partenariat avec le site Tony Comedy. Alors moi je suis toujours Fanny et nous avons ici Anna qui va nous parler d'un corpus qui a particulièrement été investi par la comédie musicale, celui des légendes arthuriennes. Et oui, après les Beatles, c'est une autre passion que je dévoile aujourd'hui. Certes, tu m'avoues cette passion pour les légendes arthuriennes, mais qu'est-ce que tu entends vraiment par légendes arthuriennes ? Alors, les légendes arthuriennes, ce sont les légendes autour du roi Arthur, ce souverain légendaire de Grande-Bretagne. Au Moyen-Âge. Donc, il y a de nombreux personnages et de récits qui existent autour de lui, autour de son royaume Camelot, des chevaliers de la table ronde, autour de Lancelot et de Guenièvre, de la quête du Graal, de l'épée Excalibur, de Merlin, de la Dame du Lac, etc. Des choses dont vous avez forcément entendu parler. Tout à fait, même moi j'en ai entendu parler, c'est dire. Exactement, parce que c'est un mythe extrêmement varié entre aventure, romance, magie, spiritualité. Il a été abordé de 1000 manières différentes. Et donc, en fait, si j'en avais entendu parler, c'était peut-être tout simplement parce que ces légendes ont inspiré des comédies musicales. Notamment, en fait, il y a eu de nombreuses réécritures de ces légendes dans toutes les formes d'art, et donc forcément, la comédie musicale s'y est collée à un moment. Je vais aborder quelques-unes des adaptations intéressantes du mythe, sachant que toutes les œuvres qu'on va aborder sont des adaptations d'œuvres préexistantes. Et des œuvres qui ont chacune donné lieu à plusieurs adaptations. Exactement, ouais. Forte de notre fibre pédagogique, nous avons décidé de faire cette émission dans l'ordre chronologique. Yes. Et donc, commençons donc par Connecticut Yankee. Donc, c'est la première œuvre dont tu voulais parler, qui est donc à l'origine un roman de Mark Twain de la fin du 19e siècle et qui relate le voyage dans le temps d'un Américain donc de la fin du 19e dans le Moyen-Âge fantasmé de Camelot. Et donc, c'est une œuvre qui a été adaptée à de très nombreuses reprises et dont 2 fois en comédie musicale et de manière assez libre, il me semble. Alors d'abord, première adaptation scénique en 1927. Exactement, donc c'est une adaptation qui a été écrite par Rodgers and Hart, donc c'est un duo iconique de songwriters des débuts de la comédie musicale américaine. Donc Richard Rodgers à la musique et Lawrence Hart aux paroles. Ils ont travaillé ensemble sur une trentaine de comédies musicales à la scène et au cinéma, et ils ont écrit plus de 500 chansons dans des énormes classiques comme My Funny Valentine ou encore Blue Moon. Donc cette pièce Connecticut Yankee a une histoire assez chaotique, donc elle a été effectivement créée en 27. Il y a eu un revival en 34 avec des ajouts de chansons. Ensuite une nouvelle version à Broadway en 43-44 dont un enregistrement existe, c'est celui-là que j'ai écouté, qui était une version à nouveau retravaillée par rapport à celle de 34. Il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique, mais l'un des numéros de cette pièce apparaît au cinéma en 48 dans le film Words and Music, qui était un film biographique en fait, qui prend pour prétexte justement de retracer la vie de Rodgers and Hart, mais qui consiste surtout en une succession de numéros musicaux. C'est dans celui-là où on a pas mal de stars dans leur propre rôle. On a Judy Garland dans Words and Music. Oui, tout à fait, il y a Judy Garland, ouais. La façon habile de replacer les stars maison de la MGM en faisant exactement. des c'est histoires ça, sur des compositeurs. Parce qu'ils font vraiment, c'est ça, exactement, ils font d'après des défilés de vedettes de la MGM qui vont chacun chanter leurs chansons, mais c'est très bien, hein, mais voilà, c'est aussi un peu de la promo. Et donc là, en l'occurrence, c'est la très charmante et très mignonne June Allison, que j'aime beaucoup, qui chante Thou Swell. On retrouve un peu l'origine arthurienne de la pièce, puisqu'on est dans une imagerie médiévale avec des chevaliers, donc une dame interprétée par June Allison, un espèce de décor de château fort à la Moyen-Âge, quoi. Et, vu par Hollywood, toujours. Complètement vu par Hollywood, surtout qu'en fait, c'est un spectacle dans le film, en fait. C'est Rodgers and Hart qui vont voir la pièce Connecticut Yankee, et à ce moment-là, on voit cet extrait, quoi, en gros. Façon habile d'introduire le Moyen-Âge sans trop de... Voilà, exactement. C'est pas, sans retour dans le temps. Pas besoin de reconstitution. Et donc, June Allison chante cette chanson au milieu de 2 chevaliers qui sont interprétés par les Blackburn Twins, donc les jumeaux Blackburn, qui étaient 2 frères danseurs, qui ont fait quelques apparitions à l'époque dans les films de la MGM. C'est un peu carton-pâte,
Mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'une captation vidéo de cette pièce, parce qu'il y a rien d'autre qui existe. Et alors, outre cette apparition de A Connecticut, enfin d'un extrait de A Connecticut Yankee dans ce film de 1948, on a un film de 1949 qui est une adaptation donc de A Connecticut Yankee. Connecticut Yankee in King Arthur's Court, c'est le titre complet. On est dans un nouveau cas, un peu comme deux œuvres qu'on avait évoquées il y a quelques mois, qui sont Wonderful Town et My Sister Eileen, c'est-à-dire qu'on a deux adaptations musicales de la même œuvre, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une est scénique, l'autre est cinématographique, mais l'une n'est pas l'adaptation de l'autre. Enfin, l'autre n'est pas l'adaptation de l'une. Bref, vous m'avez compris. Donc c'est une production Paramount réalisée par Tay Garnett, qui est le réalisateur du Facteur sonne toujours deux fois, donc pas un spécialiste de la comédie musicale. La musique est composée par Victor Young, qui était un collaborateur de Bing Crosby, et donc Bing Crosby interprète le personnage principal de ce film. Et il y a aussi Rhonda Fleming, qui est une actrice qui a été surnommée à l'époque la Queen of Technicolor. D'ailleurs, c'est son premier film en Technicolor, ce film. Parce que voilà, elle avait un teint, des cheveux roux, flamboyants, voilà. Donc le Technicolor lui allait très bien. Et elle chante pour la première fois à l'écran dans ce film, et elle chante très bien. Dès que j'ai entendu chanter, je suis allée vérifier si c'était vraiment elle ou si elle était doublée. Et c'était vraiment elle. Et donc elle joue Alicent, qui est la fiancée de Sir Lancelot, mais dont le héros va tomber amoureux, évidemment. Les méchants dans cette histoire sont Merlin et Morgane, donc l'enchanteur et la sorcière. Et le protagoniste, qui lui donc est un Américain qui vient du 19e siècle, il va utiliser ses connaissances modernes pour faire des choses qui apparaissent un peu comme de la magie aux yeux des habitants de Camelot. Et notamment, si comme moi vous adorez dans Tintin, attention je vais loin, dans Tintin et le Temple du Soleil, le moment où Tintin fait croire aux Incas, je crois que c'est les Incas, qu'il contrôle le soleil parce qu'il sait qu'il va y avoir une éclipse à ce moment-là, et donc tout le monde hallucine et croit que c'est un sorcier qui contrôle le soleil. En chantant la chanson de Charles Trenet, ou c'est ma mémoire qui me fait des tours? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Oui. Alors là, tu me mets le doute, je ne sais plus. On vérifiera. On vérifiera. Et bien, si vous aimez ce moment, sachez que, en fait, il est repris quasiment texto du texte de Mark Twain, où il se passe exactement ça, et donc, du coup, dans le film, il se passe aussi exactement ça. Et dans cette version, le roi Arthur est assez âgé, c'est un peu un monarque qui a pas trop conscience de ce qui se passe dans son pays, dans son royaume, et le héros va lui faire ouvrir les yeux sur la situation de son peuple. Il y a que 5 chansons, c'est pas non plus une grande comédie musicale, etc. D'ailleurs, il y a même une chanson qui a été coupée avant la première du film, donc voilà. Peut-être que l'aspect musical est pas vachement intégré au reste. Mais il y a un super moment où Bing Crosby, en fait, apprend, il y a des musiciens médiévaux avec des luttes, enfin des instruments médiévaux, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Il leur apprend des rythmes et des mélodies jazzy, en fait, pour rendre la musique un peu plus dansante, un peu plus fun. Et c'est vraiment hyper charmant comme moment. Mais c'est toujours cette même idée que l'américain va amener la modernité à Camelot via la démocratie et via l'entertainment. Donc c'est vraiment une célébration des États-Unis par rapport à ce Moyen-Âge peu éclairé. Et en ça, en fait, c'est quasiment un contresens par rapport au texte de Mark Twain, qui lui était très critique sur son personnage de Yankee un peu condescendant, etc. Et là, ils ont effacé cet aspect-là, et c'est vraiment vive les États-Unis, vive le divertissement, vive Hollywood, et voilà. Oui, de façon hyper classique pour toute comédie musicale américaine des années 40 et 50. Le point final et l'aboutissement ultime de la civilisation, de la politique et de la modernité, c'est l'Amérique des années 50 incarnée dans le cinéma, le jazz. Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Et bon, c'est un film qui du coup a eu un beau succès en salle, mais c'est vrai qu'en le revoyant aujourd'hui, ça a quand même sacrément vieilli, les décors en studio et tout, c'est un peu kitsch. Il y a un truc un peu pâteau quand on voit que la même année ou à la même période, il y avait On the Town, qui était quand même autrement plus énergique, moderne, contemporain, voilà, c'est un peu désuet quoi. Oui, c'est toujours le test ultime lorsqu'on place deux films réalisés la même année, mais dont l'un est devenu un classique de la comédie musicale et de modernité, et l'autre est plutôt, il faut le dire, a été oublié. Le test ultime de la patrimonialisation. Exactement. Alors, une autre œuvre dont tu souhaites nous parler, c'est Camelot, qui est cette fois inspiré du roman de T.H. White, The Once and Future King. Donc là encore, on a d'abord une adaptation scénique, donc une comédie musicale sur scène en 1960. Ouais, donc écrite par Lerner and Lowe.
qui sont un autre duo iconique de la comédie musicale, qui ont notamment composé My Fair Lady. Et on reconnaît vachement leur style dans Kaamelott, notamment le côté parler-chanter du personnage du roi Arthur, qui rappelle un peu Higgins dans My Fair Lady. Donc le cast original de cette pièce en 60, on avait Julie Andrews, Richard Burton et Robert Goulet. La spécificité de cette version, c'est qu'on a le personnage de Lancelot qui n'est pas vraiment un fidèle d'Arthur, en tout cas au début. C'est un Français arrogant qui débarque à Kaamelott. Comme tous les Français. Comme tous les Français, à clairement. Pour devenir chevalier de la table ronde, mais qui va perturber l'ordre du royaume, notamment en séduisant Guenièvre. Donc là, on est sur le triangle amoureux classique Arthur, Guenièvre, Lancelot. C'est un des grands thèmes des légendes arthuriennes qui revient très souvent. Et après, dans le deuxième acte, ça se passe très longtemps après. Et on a le véritable méchant qui est Mordred, qui est le fils illégitime d'Arthur et qui veut détruire son royaume et tout ce que Arthur a construit à Kaamelott, etc. Et donc c'est vraiment une pièce sur la fin d'une ère, un idéal détruit. Il y a une forte dimension nostalgique en fait. Et cette œuvre est restée dans la mémoire collective, notamment via en fait John Fitzgerald Kennedy, qui était président des États-Unis au moment où la pièce a commencé à avoir du succès. Et sa femme Jackie en fait, a révélé peu après sa mort qu'il adorait cette comédie musicale, et notamment la chanson titre Kaamelott, qui décrit le royaume du roi Arthur comme un lieu de paix, de happy end. Et dans l'imaginaire américain, disons que la présidence de Kennedy a souvent été associée à l'ère de Kaamelott. C'est parfois évoqué de cette manière-là. Et alors, si la comédie musicale est aussi restée dans les mémoires, c'est aussi qu'il y a eu un film en 67, donc à la toute fin de la période classique du musical. Ouais, on est dans la période post-âge d'or. Donc à cette période, il y a beaucoup de films comme ça, très longs, qui durent 2h30, en costume, donc La Mélodie du Bonheur, Gypsy, The Music Man, My Fair Lady, etc. Et donc Kaamelott ne déroge pas à cette règle. Alors au casting, on trouve Vanessa Redgrave dans le rôle de Guenièvre, et là, on va une fois encore remarquer être triste, exactement, car 3 ans après My Fair Lady, elle se fait encore une fois Chippée, c'est le mot, le rôle qu'elle a créé au théâtre. Donc est-ce une malédiction ou est-ce qu'elle avait pas envie tout simplement, peut-être, hein, mais vraiment, c'est quand même dommage, puisque malgré tout, c'est une super actrice qu'elle a joué 2 ans avant dans La Mélodie du Bonheur, qui a vachement bien marché, 3 ans avant dans Mary Poppins, qui a vachement bien marché aussi. Oui, c'est ça, on peut pas se dire que c'est le manque de... Bah non, elle était célèbre. Au moment de My Fair Lady, peut-être que c'était le manque de notoriété, mais au moment de Kaamelott, je ne me l'explique pas. Tout après Mary Poppins, bah ouais, tout jouer. exactement. Dans le rôle du roi Arthur, c'est Richard Harris, qui est un acteur vraiment très charmant. Dans ce film, je le trouve vraiment super. Et il est connu pour bien des années plus tard avoir interprété Dumbledore dans les 2 ou 3 premiers films de la saga Harry Potter. Dumbledore étant une figure qu'on peut rapprocher de Merlin, il y a quelque chose d'arthurien qui lui est resté. Et Lancelot n'est toujours pas interprété par un Français, il est interprété par Franco Nero, un Italien. Alors moi j'ai pas vu la pièce donc je peux pas vraiment en parler, mais dans le film je trouve qu'il y a un problème de récit qui est que pourquoi Guenièvre est séduite par Lancelot alors que Lancelot est arrogant, falot, c'est un Français relou quoi. Et donc la chanson un peu connue qu'il interprète c'est moi. Et voilà, c'est tout vraiment... est dit. C'est vraiment ça. Alors que le personnage d'Arthur est super attachant, super charmant, spirituel, etc. Et du coup, on est censé croire à cette grande histoire d'amour entre Lancelot et Guenièvre. Moi, j'arrive pas à adhérer. Mais c'est quand même un film assez intéressant. La dimension politique est assez forte, assez intéressante. On est vraiment un peu dans l'inverse de ce qui se passe dans Connecticut Yankee, puisque Connecticut Yankee, donc on a l'Américain qui vient civiliser Kaamelott, alors que dans Kaamelott, la pièce et le film, la cour de Kaamelott, au contraire, représente l'Amérique elle-même. Une sorte d'âge d'or avec les figures d'Arthur, qui est un souverain réformateur, pédagogue, aussi qui veut transmettre sa légende. À la fin de l'œuvre, il va raconter en fait Kaamelott à un jeune homme en lui disant de faire en sorte que cet âge d'or ne soit pas oublié, d'aller le raconter partout où il va. Et comme le film sort après la mort de Kennedy, cette dimension est d'autant plus forte, je pense qu'elle a été accentuée. Il y a aussi un aspect intéressant, c'est que c'est une Amérique qui est menacée par sa jeunesse et ses mouvements contestataires. Et le personnage de Mordred, par exemple, qui est le méchant,
c'est un espèce de délinquant, presque un hippie, enfin il y a quelque chose... Ça c'est pas moi qui l'invente, c'est des analyses que j'ai lues dans le super livre de William Blanc, Le roi Arthur, un mythe contemporain. Et lui-même il s'appuie sur les écrits de Susan Aronstein, on vous mettra les références sur le site internet comme d'habitude. Petite bibliographie pour suivre l'émission. Et alors une autre adaptation que tu voulais évoquer, Anna, c'est, donc on va dans un autre domaine, on va dans le domaine du film d'animation, parce que les légendes arthuriennes ont également inspiré des films d'animation musicaux, et en particulier l'adaptation de Disney, donc Merlin l'Enchanteur, en version originale The Sword in the Stone, un film de 1963 qui est adapté de T.H. White comme Camelot. Tout à fait. Donc à cette période, on est dans ce qu'on appelle le Silver Age, donc l'âge d'argent de Disney. Donc on est après la grande période de la firme, mais avant la mort de Walt Disney. Pour situer dans la chronologie de Disney, Merlin l'Enchanteur, c'est entre les 101 Dalmatiens et Mary Poppins. La musique a été écrite par les frères Sherman, qui ensuite ont composé les musiques de Mary Poppins, du livre de la jungle, ou encore des Aristochats, des quand même assez bons compositeurs, enfin des musiques, des mélodies dont on se souvient, même si la musique de Merlin l'Enchanteur est peut-être un peu moins mémorable que d'autres films. Oui, c'est vrai, il y a quoi comme peut-être chanson dont on pourrait... Pour un court, il y a un long, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Tu te souviens pas de celle-là? Non, c'est à quel moment? C'est quand Arthur est transformé en poisson. Et qui est avec Merlin aussi transformé en poisson, et qui sont dans le lac et qui... À ce moment où il se transforme en plein de trucs différents. Ouais, il y a plusieurs animaux cette différents. Cette séquence est sympa, ouais. Ouais. Il y a la chanson aussi de Merlin, la Cohérange. Pockety, ouais, voilà, ça me fait toujours penser au Babidi Boo de Cendrillon. Ça ressemble complètement, oui, c'est une espèce de formule magique un peu... Mais c'est vrai il n'y a quand même pas de grands tubes. Non, il n'y a pas d'énormes tubes, de toute façon il y a peu de chansons, en fait il y en a 5. Voilà, les chansons sont sympas, mais un peu anecdotiques, et c'est pas vraiment des chansons qui font avancer l'action, quoi. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intrigue dans ce film, c'est en fait un récit initiatique. Donc Arthur est jeune, il a, je sais pas, peut-être 12 ans dans le film, je ne me souviens plus exactement, et il suit l'enseignement de Merlin. Donc c'est très simple, il y a peu de péripéties, il n'y a pas vraiment de trame, voilà, c'est une succession d'épreuves et d'apprentissages qui vont à la fin rendre le jeune Arthur digne de devenir roi et de devenir un bon souverain. Donc l'éducation, comme on disait, l'éducation selon Merlin, ça consiste principalement à transformer Arthur en différents animaux. Donc poisson, il y a écureuil et il y a oiseau aussi. Et il y a le personnage très amusant du hibou qui s'appelle Archimède et qui est beaucoup plus sérieux et responsable. Donc c'est lui qui apprend à Arthur à écrire. Il y a tout un truc où il lui montre comment faire les lettres bien et tout. Lui il est plus dans l'éducation conventionnelle et Merlin est plus on va partir dans la nature et faire des petites aventures. Donc l'aspect mythique et épique de la légende arthurienne est un peu laissé de côté au profit d'un truc rigolo, voilà, un personnage loufoque de Merlin, etc. Il y a des petits moments qui reviennent quand même à un côté un peu plus solennel de la légende, donc c'est le début, où on a l'ouverture classique des films Disney avec le livre qui s'ouvre, et on a la présentation de cette légende de l'épée dans l'enclume. Avec une chanson trop bien, enfin c'est super, quand j'étais petite j'adorais en fait, je préférais ça au reste, parce que c'était vraiment genre... The Sword in the Stone, genre super solennel. Entre en matière dramatique. Et donc on a une présentation un peu sombre, un peu inquiétante, parce que ça présente ce moment où Londres, où l'Angleterre est dans une période sombre, quoi. Donc c'est un peu inquiétant au début, mais dès qu'on arrive dans la maison de Merlin, ça bascule dans la tonalité. Et on retrouvera ce ton sérieux uniquement à la fin, lorsque Arthur retourne auprès de sa famille adoptive, et qu'il y a un enchaînement de circonstances qui fait qu'il va être amené à retirer la fameuse épée de l'enclume et être désigné roi. Et après, la toute fin, on retourne un peu au délire, parce qu'il y a Merlin qui revient du futur et dit qu'il était en vacances à Saint-Trope, il est en t-shirt en mode hawaïen, enfin voilà. Et dans la toute dernière réplique, il y a Merlin qui apprend à Arthur qu'il va devenir célèbre et qu'il y aura des films à son sujet, donc petit truc un peu méta. Évidemment, Arthur ne sait pas ce qu'est un film à ce moment-là. Ce que je me suis fait comme remarque, c'est que c'est une des premières adaptations qui se concentre sur l'aspect magique de la légende arthurienne, parce qu'il y a quand même pas mal de tours, des transformations, des trucs. Et les activités de Merlin sont d'ailleurs perçues comme de la sorcellerie par les autres personnages, en fait les personnages d'adultes et des habitants de la ville qui sont pas très contents que Arthur soit avec Merlin. C'est différent des œuvres montrées précédemment, enfin des œuvres dont on a parlé avant, qui se concentrent sur l'histoire d'amour ou sur les questions de pouvoir, de politique, etc. Mais ici, on est chez Disney, donc tout naturellement... la magie va prendre de l'importance, puisque c'est un film pour enfants, il faut donner de l'émerveillement.
Dans le côté sidekick comique et délirant, je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être la mention de la fin où il part en vacances, ça m'a brusquement fait penser au génie d'Aladin. On est dans un... C'est vrai. Pas forcément dans le même registre comique, évidemment, Non. parce qu'on est sur quelque chose de très gestuel, de très délirant dans le cas du génie d'Aladin, mais peut-être que c'est une inspiration de premier type de personnage. Effectivement, j'avais jamais pensé au rapprochement, mais c'est vrai que ça fait penser. C'est vrai que quand il arrive à la fin, oui, je sais pas pourquoi j'ai eu l'image avec les lunettes de soleil et tout, ça fait penser un peu au délire du génie dans Aladdin. Il y a peut-être ça a été une des inspirations. Et puis on est aussi sur finalement un film assez masculin où on tout à fait. C'est un récit. En gros, il y a un personnage, c'est la magnifique, merveilleuse Madame Mime, la méchante, vaguement méchante. Elle est pas trop, c'est pas non plus malfaisant, mais c'est un peu l'ennemi juré de Merlin. Oui, avec une séquence finale très impressionnante. Oui, tout à fait, avec des transformations en dragon. Enfin, ça devient quand même assez intense. C'est une figure, on va dire, classique de sorcière, en fait. Complètement, ouais. Et alors, donc, si ce Disney nous a beaucoup marqué, même si nous ne sommes pas si vieilles au point de l'avoir vu à sa sortie, nous précisons. Bon, ma génération, c'est plutôt Aladdin. Ce n'est donc pas le seul film d'animation sur le sujet. Il y a eu d'autres adaptations en dessin animé des légendes arthuriennes. Alors, c'est parce que je voulais signaler l'existence d'un film d'animation de 98 qui s'appelle Excalibur l'épée magique, Quest for Camelot en anglais, produit par Warner, où en gros les personnages de la légende arthurienne qui sont présents, donc c'est Arthur et Merlin notamment, sont un peu en retrait, et on a une héroïne, donc cette fois-ci c'est plutôt un récit initiatique féminin. Elle veut devenir chevalier, ou chevalière, je sais pas, merde ça se dit pas. Elle veut devenir chevalier comme son père. Donc c'est un récit initiatique super classique avec des recettes à la Disney, vraiment... presque copier-coller. Hein. Oui, c'est assez rare, un long métrage d'animation de Warner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu que ça a été une catastrophe à produire ce film parce qu'ils y connaissaient rien en fait. Ouais. Bah, ils ont les Looney Tunes et... Ouais, c'est ça. L'écurie Bugs Bunny, c'est Warner. Ouais, c'est Warner. Ils sont beaucoup plus sur ça et le côté animation plus classique, entre guillemets, surtout sur du long. Du long format, ouais. Sur du long format, visiblement, ils ont eu du mal. J'ai et pas musical. Les détails exactement. Et en plus musical. Allez les gars, on va faire un truc simple. Donc c'est pas extrêmement réussi, c'est quand même pas mal copié sur Disney, il faut dire ce qui est. Hein. Donc voilà, il y a la petite histoire d'amour, il y a des personnages secondaires hauts en couleur, etc. Voilà, la musique est pas très mémorable malheureusement, c'est peut-être un peu le problème parce que ça essaie de copier un peu le style Disney de l'époque en fait. Parce qu'on était, donc c'est 98, on était à une période qu'on appelle la renaissance de Disney, avec un style de chanson très inspiré de Broadway, etc. Mais là, bon, ça fait... En comparaison, c'est pas... voilà. Et l'héroïne aussi fait un peu penser à Mulan, c'est sorti la même année, donc c'est pas inspiré, mais voilà, il y a quand même des proximités avec Disney. Mais voilà, à tout point de vue, c'est quand même moins bien. Mais il y a quand même un gros casting vocal, puisque nous avons Gary Oldman, Jane Seymour, Pierce Brosnan, qui joue le roi Arthur, mais uniquement sa voix parlée, parce que nous savons tous, depuis que nous avons vu Mamma Mia, que Pierce Brosnan n'est pas un excellent chanteur. Si je peux me permettre. Et au casting vocal, on a aussi Eric Idle, dont on va reparler dans un instant. C'est vraiment extrêmement bien fait, cet épisode. Et oui, puisque, last but not least, parmi les adaptations scéniques les plus récentes, donc inspirées des légendes arthuriennes, on compte Spamalot, donc créé à Broadway en 2005, et qui est donc une adaptation du film des Monty Python, Sacré Graal, un film de 1975. Un chef-d'œuvre absolu de cette troupe anglaise, donc les Monty Python. Une des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma, je vais pas m'étendre, mais voilà, qui joue sur plein de registres comiques différents, le nonsense, le burlesque, la parodie, les anachronismes, etc. Et donc Spamalot, qui en est l'adaptation scénique, a été écrit par Eric Idle, donc un des membres des Monty Python. Dans la pièce, il y a 4 chansons qui viennent d'œuvres précédentes des Monty Python, 2 qui étaient dans Sacré Graal, et aussi la très connue Always Look on the Bright Side of Life, qui vient d'un autre film des Monty Python qui s'appelle La vie de Brian, que je vous recommande aussi. Et il y a d'autres chansons qui ont été écrites par John Duprez, qui était aussi un compositeur, collaborateur notamment des Monty Python. La mise en scène de la création à Broadway a été assurée par le cinéaste Mike Nichols, donc du beau monde sur cette œuvre. Donc Spamalot, ça se concentre sur la quête du Graal, menée par Arthur et par ses chevaliers de la table ronde, mais ce sont un peu des bras cassés et ils ont un peu du mal à trouver le Graal, en gros. Le rôle d'Arthur a été créé dans Spamalot par Tim Curry, qui est connu des amateurs de comédie musicale, notamment parce qu'il était
Frank-N-Furter dans Rocky Horror Show. Spamalot, c'est une pièce très méta, donc qui commente un peu le fait d'être une comédie musicale. Donc par exemple, on a la chanson de Song That Goes Like This. C'est un pastiche ou une parodie de duo amoureux. Et donc il commente à chaque fois, donc ça commence Once in every show, there is a song like this. Après, plus ça avance, au moment où ils passent au pont, ils disent Now we can go straight into the middle eight. Et quand il y a la modulation à la fin, il dit And then we change the key. Et même sur le mot key, il y a la modulation. Et sur le mot key, voilà, il y a une modulation, donc un changement de tonalité. Et à la fin, quand ça n'en finit plus, ils disent It goes on and on and on. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement drôle. Et en plus, cette chanson revient à la fin avec Twice in Every Show. Et là, ça se moque de l'habitude des reprises, en fait, dans les comédies musicales, où souvent, un air qu'on a entendu vers le début revient à la fin pour donner une nouvelle signification, etc. Un ressort comique assez habituel, en fait, de les comédies musicales récentes. Ça me fait penser au Something Rotten, où pareil, on a un numéro qui va énumérer d'autres numéros de comédies musicales. Donc c'est vraiment dans la même veine de ces comédies musicales récentes qui font allusion à tout ce qui s'est passé avant. C'est la même logique. On a aussi par exemple le morceau que Fanny apprécie beaucoup, Diva's Lament, où la personnage de la Dame du Lac arrive, c'est au milieu de l'acte 2, elle arrive et elle se plaint de n'avoir pas du tout eu assez de présence sur scène. Elle dit « I've been off stage for far too long », et elle critique l'intrigue, elle dit « They've really lost the plot ». Et voilà, donc les personnages se moquent eux-mêmes du show, donc c'est vraiment extrêmement drôle. Et là, elle dit justement ce que tu disais, que c'est des bras cassés, genre des mecs en collant qui cherchent... Exactement. Elle dit exactement ça, donc voilà, le show se moque de lui-même, ce qui est toujours très très plaisant. Il y a aussi, outre l'aspect méta, des choses assez drôles, de l'humour un peu plus potache. Par exemple, on a la chanson de Lancelot, donc c'est « His name is Lancelot, he likes to dance a lot », avec un style très disco, etc. Donc ça explore aussi plusieurs genres. Donc bref, Spamalot version Broadway, c'était absolument génial, une comédie musicale qui a été nommée. Oui, nommé. Nous aurons à chaque fois cette discussion. Nommé pour 14 Tony Awards, donc les récompenses prestigieuses pour la comédie musicale, et qui a remporté notamment le Tony Award de la meilleure comédie musicale. Mais voilà, donc à noter qu'une version française s'est jouée à Paris en 2010 puis en 2013, adaptée et mise en scène par Pierre-François Martin Laval, donc ancien des Robins des Bois, donc ça faisait sens dans la tonalité du spectacle, etc., que ce soit lui. Il jouait d'ailleurs le rôle d'Arthur, mais moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais Fanny l'a vu, donc je te laisse la parole. Oui, donc là, c'est le moment où je crâne et où je glisse que j'ai vu Spamalot à Broadway lors de sa création, et que j'ai aussi vu donc l'adaptation française donc en 2010. 2010 en 2010 ou 2013. Ça, je ne saurais te dire ce que j'ai vu, mais... Peut-être 2010, je l'ai vu assez vite après l'autre. Enfin bref. Par contre, j'ai pas du tout aimé la version française, j'avoue. Déjà parce que je trouvais qu'on perdait beaucoup de l'esprit de la pièce, notamment dans des traductions. Enfin, mais j'ai souvent l'impression que les traductions françaises d'œuvres américaines sont souvent plus vulgaires que l'œuvre originale. Ouais. Je trouvais qu'on perdait beaucoup de l'humour des Monty Python dans la traduction française et dans l'esprit de la pièce française. Un humour beaucoup plus graveleux. Bon, les Monty Python ne sont pas forcément toujours très très fins, mais il y avait une vulgarité que je n'avais pas perçue en tout cas dans l'œuvre originelle. Et dans les problèmes de traduction, ce qui m'a particulièrement étonnée, sinon choquée, c'est un des derniers numéros qui, en anglais, donne... You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews. Donc vous n'aurez pas de succès à Broadway si vous n'avez pas de juifs. Ça n'a pas été traduit littéralement pour des raisons culturelles qu'on peut malgré tout comprendre, parce qu'il est beaucoup plus compliqué en France de raisonner en termes d'appartenance religieuse. Mais ça nous a donné comme traduction, vous n'aurez pas de succès à Broadway si vous n'avez pas de tube. Et là, j'avoue que tenter une rime en hub, c'est quand même un petit peu compliqué. Tube. Voilà, je trouve que c'est limité. C'est limité. Et bon, après, on perdait aussi évidemment un certain
nombre de jeux de mots ou d'allusions, de références comiques qu'on pouvait faire avec la version originale. Mais par exemple, la version anglaise de cette même chanson donne You won't succeed on Broadway if you don't have any star, si vous n'avez pas de star. Et alors là, donc évidemment, les références ont également changé. On a référence à des stars britanniques, notamment Susan Boyle, grande vedette de l'époque. Donc voilà, je pense qu'un choix intermédiaire comme ça aurait à la fois été plus intéressant en termes de références qu'on pouvait donner et ça nous aurait épargné la rime en up. Mais bon, ça n'était qu'un exemple parmi les multiples petites choses qui m'ont agacée dans cette production de Spamalot, qui, je crois, va revenir, ou bien je crois avoir entendu ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je ne voudrais pas vous donner une fausse information. Ça serait l'occasion de voir ce que ça donne. Ça m'intrigue quand même, la description que tu en fais. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une adaptation cinématographique de Spamalot, on l'a appris il y a quelques semaines. Elle est en préparation, produite par la Fox, écrite toujours par Eric Idle, et réalisée par un metteur en scène de Broadway qui s'appelle Casey Nicholaw et qui a notamment travaillé sur 2 comédies musicales à succès, donc Book of Mormon, et très récemment Mean Girls. Donc je serais bien curieuse de voir ce que peut donner ce film. Et on rejoint d'ailleurs une tradition assez récente des studios américains d'adapter au cinéma des grands succès scéniques. Enfin, quand on pense à Mamma Mia, Les Misérables, bon. Into the Woods. Il y a des bons exemples et d'autres un peu moins bons, on va dire ça comme ça. C'est quand même une tendance assez forte, j'ai l'impression, dans la production de films récents. Depuis, on va puiser dans les grands succès sur scène. Depuis peut-être Chicago, qui a eu l'Oscar du meilleur film, qui du coup a peut-être encouragé les studios à faire ça. Écoute, moi je pense que pour Spamalot ça peut être réussi. Oui. J'y crois. Oui, surtout si on a quand même Eric Idle qui reste à l'écriture. Bon, tout à fait. On y croit. Allez, on y croit. Et donc avant de conclure, Anna, as-tu d'autres adaptations à signaler ? Alors oui, tout à fait, parce que je n'ai pas... D'autres adaptations en général des légendes arthuriennes. J'ai pas fait un exposé exhaustif de toutes ces œuvres, parce que déjà il y en a auxquelles j'ai pas pu avoir accès, d'autres qui me semblaient quand même plus mineures, mais je vais quand même mentionner une comédie musicale qui s'appelle Merlin, qui a été jouée à Broadway en 83, mais j'ai trouvé très peu d'informations. Il y a aussi une version suisse-allemande de 2014, Artus Excalibur, ou encore le spectacle musical français de Dovatia, la légende du roi Arthur, créé en 2015. Mais bon, j'ai choisi d'aborder les œuvres qui me paraissaient notables. Puisque nous sommes un podcast très sélectif. Exactement. Pour ne pas dire élitiste. Élitiste, j'allais dire, avec une forte notion de distinction culturelle. Nous choisissons sciemment d'éliminer les œuvres qui nous semblent mineures. C'est en tout cas ce que j'ai fait. Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour nous avoir fait apprendre, en tout cas à moi, énormément de choses sur les lectures arthuriennes. Et nous espérons vous revoir très vite pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt!